Salut tout le monde, SoUp organise des lives Twitch tous les jeudis à 20h30. Vous trouverez le lien de la chaîne en description. Je vous invite aussi à rejoindre la communauté Discord pour être tenu au courant des événements et des thématiques. À bientôt. Et bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur ce live Twitch SoUp. J'espère que vous allez bien, j'espère que le son passe impec. Théoriquement, j'ai fait mes petits checks avant le live et on devrait être bon en termes de saturation. Et coucou à Kowidan et Christophe. Ça fait plaisir de vous voir sur ce petit live. On n'est pas nombreux pour commencer ce live ce soir. Ça va très probablement se remplir dans les minutes qui viennent. Comment allez-vous? Quoi de beau? Quelles sont vos actualités sonores pour cette belle semaine? Et le son est nickel, nous dit Kowidan. Merci pour cette petite précision. C'est vrai que les gains du micro-cravate sont un petit peu délicats à faire. Et du coup, c'est toujours rassurant d'avoir des petites confirmations de votre côté. Alors, comment ça va de votre côté? Cyril. Ok, ça marche. Je t'appellerai Cyril à partir de maintenant. Alors, au programme. Un programme assez chargé aujourd'hui. Du coup, certains d'entre vous ont été avec nous du coup samedi dernier quand nous étions à Toulouse pour la présentation de l'atelier live looping avec tout le matériel que j'ai derrière moi ici. Hop. Donc avec la RC505, le piano, pas mal de matériel, c'était super intéressant et l'atelier était très 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 sympathique. Pas mal de rencontres, beaucoup de rappeurs, de chanteurs qui sont venus. Ça s'est super bien passé, c'était magnifique. Et donc il y avait les 4 heures d'atelier l'après-midi et après du coup j'avais 1 heure de live sur scène. Et du coup, la masterclass va parler un petit peu de ça. Je vous explique un petit peu le contexte, histoire que ce soit clair pour tout le monde. Initialement, le live que j'aurais aimé produire samedi dernier entre 20h et 21h, donc sur scène, ça aurait été la même configuration que le live looping avec tous les instruments. Donc j'aurais aimé avoir guitare, basse, du coup RC505 au looper, piano, et bonjour à Ossin J Music qui nous rejoint également. Mais au final, manque de temps, et du coup, par le fait que j'ai été malade aussi, bien malade comme il faut, du coup, j'ai pas eu le temps de finaliser cette structure, cette architecture comme je l'aurais imaginé pour le live d'1 heure. Et j'ai préféré garder toute la partie looper, atelier pour l'après-midi. Et du coup, la question s'est posée, comment gérer un live d'1 heure en compromis entre le live que j'avais imaginé dans un premier temps et du coup quelque chose de réalisable rapidement, type un DJ set. Et donc il fallait réussir à trouver un espèce d'entre-deux. Donc, je me suis retrouvé, et bonjour à Kilsan qui nous rejoint également. Je me suis retrouvé avec la logique suivante qui était de me dire, je vais faire un set à l'APC40, APC40 que vous avez juste ici, hop, et qu'on va manipuler un petit peu, mais je ferai des parallèles avec le push, qu'importe le push, push 1, 2, 3, pareil, la PC40, ce que je vais vous expliquer pour ce soir, et l'explication sera équivalente pour un MK1, là c'est un MK2, et coucou à Arthur qui nous rejoint aussi, le fraté. Kilsan, j'étais juste en train d'expliquer que du coup pour le live de samedi dernier, j'aurais imaginé faire une scène avec le looper, mais faute de temps et pour d'autres raisons, en fait, j'ai pas pu sortir le looper sur la scène principale. Et donc, du coup, je me suis posé la question, qu'est-ce que je vais faire de beau? Alors, du coup, un DJ set, franchement, on peut faire ça rapidement, mais je trouvais que le niveau d'investissement était bien inférieur à ce que je m'étais fixé comme critère de qualité. Ah, tu me charriais. T'as vu, et moi j'y vais en plus, hein. Vous pouvez me faire croire n'importe quoi. Euh, et donc, du coup, je me suis dit, OK, un set à la PC40, mais par contre que sur des compos. Et donc, je me suis mis dans un espèce de tunnel pour essayer de composer 13 tracks originales en un mois. Donc là, j'ai composé, grosso modo, un album en un mois. Alors, il y a pas mal de petites finalisations à faire, mais ce qui était intéressant de vous présenter ce soir, c'était comment faire pour débiter de la composition. Quelles étaient mes petites magouilles, mes petites techniques, et Arthur qui me troll, n'importe quoi. Et coucou à Guillaume. Ah, un palois, ça sent le sud-ouest, ça fait plaisir. Et donc voilà, petite thématique numéro 1 déjà, comment on fait sous la contrainte, entre guillemets, de temps,
pour produire beaucoup de contenu donc sur un espace de temps resserré. Vous devrez très probablement connaître le complexe du producteur qui est: j'arrive à sortir des super loops de 30 secondes, mais j'ai du mal, du coup, à avoir des sons de 3, 4, 5 minutes ou plus. Justement, on va essayer de voir un petit peu comment passer à travers ces problématiques que l'on rencontre tous et comment débiter du son, avec plein de petites techniques qui, j'espère, vous feront plaisir. J'ai la PC 64, ce que je vais voir ce soir va me servir. Merci par avance, super, excellent. Et oui, ils avaient fait un super modèle, hein, le x2, la PC 64. Ça c'est collector. Du confit de canard, nous dit Arthur. Et ça part le bout. C'est parti. Et bonjour à Stu, qui vient de nous rejoindre également. Donc, comment débiter de la prod, beaucoup de prod, en peu de temps. Étape numéro 1. Ensuite, du coup, je vais vous montrer quelques techniques, que ce soit en partant de tracks de référence ou carrément de sampling, hein, pour pouvoir faciliter un petit peu la fixation du paradigme musical, hein. Quand on fait du sampling, on va mécaniquement être resserré sur, du coup, tant harmoniquement que structurellement sur ce qui compose le sample, dans une certaine mesure, hein. Après, on peut trifouiller, tripatouiller le sample pour faire ce qu'on veut, mais du coup, ça peut être intéressant. Et une fois qu'on aura fait ça, je vais pousser un petit peu côté sampling. Je vais vous montrer quelques petites techniques avancées de sampling. Pour celles et ceux qui étaient avec nous pour le live de Défi Créatif avec Betty Everett, du coup, il y aura un petit peu de redite, mais je vais aller encore plus loin, justement. Là où je suis allé un peu rapidement pour expliquer ces systèmes de warp, de découpe, etc. Là, on va bien prendre le temps de s'attarder sur chacune des étapes. Et pour terminer, une fois qu'on aura exporté de la matière audio, on va voir comment se faire un set qui compile cette matière audio, comment on découpe et comment on fait un DJ set live côté APC40. Et bonsoir à Séménian35 qui nous rejoint également. J'espère que vous allez bien tout le monde. Voilà pour la petite présentation du programme. Avant de commencer, est-ce que certains ont des peut-être petites actualités musicales à nous faire tourner, des productions, des nouvelles d'ordre abletonienne, éventuellement? Je vous écoute, je suis tout oui. Pas de nouvelles? Après, il y a un petit décalage, hein, aussi de quelques secondes entre ce que je vous dis et ce qui arrive côté Twitch. MPC Live 3 en actualité et effectivement, Killsan, bien vu. Mais je t'avoue que là, pour le coup, MPC Live 3, tu dis? Live 3 de chez Akai qui arrive effectivement. Ouh oui, ça a l'air joli ça. Sur Toulouse, je connaissais un super utilisateur de chez Akai qui s'appelle Scarefinger, et qui en finger drumming a du feu qui sort de ses doigts. Il y a des jolies vidéos avec Ena N aussi. Du coup, Scarefinger, Ena N, les deux sur des MPC qui envoient du bois. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller jeter un coup d'oreille et un coup d'œil. Ça vaut le coup. Game Changer, commandé cet après-midi pour Killsan. Et bien du coup, j'ai hâte d'en savoir plus. N'hésite pas à nous rejoindre sur le serveur Discord si ce n'est pas déjà fait pour pouvoir nous partager ces petites actualités. Et coucou Paresigno75 qui nous rejoint également. Make Noise a annoncé le nouveau module Math. Et tu vois, je ne savais pas non plus. Donc quelques actualités, mine de rien. Là, c'est intéressant tout ça. Il y a des fonctionnalités qui sont ajoutées à la bêta d'Ableton qui vont bientôt sortir aussi sur les nouvelles mises à jour et que j'ai hâte de voir arriver, qui à mon avis vont être des game changers aussi. La Roland TR1000 nous dit Paresigno. Tu es déjà dans le Discord, Killsan? Super, magnifique. Donc dès que la petite bécane est livrée à domicile, n'hésite pas à nous prendre une petite photo. Et d'ailleurs, pour celles et ceux qui nous regardent et qui n'auraient pas l'invitation Discord, je vous transmets de ce pas un petit lien d'invitation pour que vous puissiez nous rejoindre. Il vous suffit tout simplement de cliquer sur le lien et vous allez arriver sur notre serveur Discord. Invité, copier, et donc là dans le message, on copie. Et coucou à Pébor76 qui nous rejoint également. Quelqu'un a pu tester Tonwerk? Alors, Tonwerk, je ne connais pas du tout. C'est un plug ou une machine à Maignan? Electron Tonwerk, mais je connaissais pas du tout non plus, tu vois. C'est incroyable. Je m'attendais à quelques actualités, mais je m'en attendais pas à autant.
Ça fait plaisir. Bon, tu continues la formation sur Vital. Vital, super VST, gratuit d'ailleurs. Si vous ne connaissez pas, là pour le coup, presque un must-have. Vous pouvez taper Vital VST sur Google, vous aurez la page, vous pouvez télécharger gratuitement. Et c'est un super synthé à utiliser sur Ableton. Très puissant, très graphique, très visuel, très intuitif. On peut déjà trouver les nouveautés d'Ableton sur la bêta. Quand tu as la Ableton bêta qui est disponible pour les membres qui ont des licences. Alors, je ne sais plus exactement quelle est la procédure pour y aller. Tu vois, je vous apporterai ça sur le serveur Discord. Hein, je vais aller enquêter un petit peu en amont. Et une fois que tu as la bêta, bah, du coup, tu as un peu l'exclu sur les mises à jour avant que ça sorte du coup sur les versions officielles de Ableton. Par contre, bah, qui dit bêta dit forcément d'éventuels petits plantages. Hein, c'est vraiment des phases de développement. Vital, un synthé mortel, nous dit Kilsan. Et oui, je confirme. Là, si on doit lister un petit peu les synthés mortels, on a Vital, on a Serum, on a Massive, que j'aime beaucoup. On a Pigment, de chez Arturia aussi, qui marche très fort. Et là, déjà, avec les 4, on a largement de quoi bidouiller sur Ableton. Bon, je reprends mes petites notes pour la session. Et donc, nous allons gentiment attaquer le contenu. Phase plante, oui, très bien. Très, très sympa. Et Dune 3, effectivement. Ah oui, là, on sent qu'on a de la bonne référence de VST. Kilsan, bien joué. Ok. Bon. Je me suis retrouvé, donc... Kowidan, je t'avoue que j'ai un petit trou de mémoire sur la procédure pour avoir la bêta. Moi, ce que je te propose, c'est que je vais enquêter, du coup, d'ici demain. Et sur la discussion générale sur le canal serveur, le canal Discord, pardon, sur le serveur Discord, je vais y arriver, c'est dur. Du coup, ah, c'est une adresse particulière, tu l'as et tu étais en train de nous indiquer comment procéder. D'accord, super. C'est une adresse particulière, je suppose qu'il faut être propriétaire d'une licence et à partir de là, du coup, on peut télécharger la version bêta qui a un logo rose ou rouge de mémoire, hein, d'ailleurs. Ah, et c'est mignon, je suis désolé, je crois que la propriété de Twitch fait que les personnes qui sont dans le chat ne peuvent pas publier d'URL, c'est mécaniquement masqué. Donc du coup, je t'invite à plutôt publier côté Discord tout ce qui est lien. Là, pour le coup, je n'y suis pour rien. Ce sont les politiques générales d'utilisation du chat de Discord. Il n'y a pas de liens qui peuvent être transmis. Je vais enquêter de ce côté-là. Je pense qu'il doit y avoir moyen d'assouplir peut-être un petit peu aussi côté Discord. Bon, les amis, du coup, let's go. On va dégainer notre petit Ableton. Et donc, comment faire beaucoup de production en peu de temps? La mine de rien, le défi n'était pas des moindres. Essayer d'avoir 13 productions originales, de quoi habiller au moins 1 heure de live en ouais, un mois et demi maximum. Donc pour réussir à produire pas mal de matière, déjà tips numéro 1, je vous conseille d'avoir des tracks de référence. Prenez un bloc-notes, allez sur YouTube, Spotify, qu'importe la plateforme de diffusion, et déjà essayez de vous lister des atmosphères, des artistes dont vous voudriez vous inspirer et qui peuvent servir de tuteurs pour pouvoir broder et fabriquer vos productions. Alors Stu nous dit, et on a les release notes pour les nouveautés d'Ableton. Oui, à partir de la bêta, du coup, tu as même les fonctionnalités qui sont testables sur la bêta avant qu'elles ne le soient sur les mises à jour officielles Ableton. Et du coup, Kowidan nous dit qu'il nous mettra le lien sur Discord. Magnifique. Merci à toi, Kowidan. Donc, on prend des tracks de référence. À partir de ces tracks de référence, du coup, moi, ce que j'ai tendance à faire, c'est avoir 2 possibilités. Soit je veux m'inspirer, du coup, de l'architecture de la track, auquel cas, elle va vraiment me servir de tuteur, mais je ne vais pas du tout utiliser la matière de la track elle-même. Soit j'utilise carrément la track, je la découpe et je fais du sampling. Peut-être que certains d'entre vous étaient là pour le live défi créatif Betty Everett, où du coup j'avais fait quelques petites démonstrations autour des découpes de tracks et du sampling. Et là, c'est exactement ce type de méthode que je pourrais employer pour pouvoir avoir un tuteur, moins un cadre bien défini et pour pouvoir produire. Parce que la problématique, et je pense que vous en conviendrez, quand on est face à Ableton, c'est qu'on a tellement de possibilités. Mine de rien, tout cet environnement, c'est comme si on avait un studio avec 1 million, 2, 3, 10 millions d'euros de matos, sauf qu'on peut rien casser. Déjà, ça, c'est plutôt agréable.
Mais des fois, ça peut être un peu abyssal. On se retrouve avec une page blanche et on peut avoir le complexe de la page blanche. Difficile d'amorcer quelque chose quand les possibilités sont trop grandes. Donc du coup, ce qu'on peut essayer de faire, c'est déjà dans un premier temps, prendre un exemple d'inspiration structurelle. Ici, j'ai une track, hop, la numéro 1, que j'ai appelée Kerry Chandler. Et c'est pas son vrai nom, c'est juste le nom du tuteur qui m'a servi à créer cette production. Je suis clairement parti d'une production que j'aimais beaucoup et qui s'appelait House is House de Kerry Chandler, et dont on peut écouter d'ailleurs un petit extrait, ça pourrait être intéressant. Si toutefois mon navigateur web veut bien s'afficher. Donc YouTube, Kerry Chandler, House is House. Et là, vous allez voir que du coup, pour cette production, et on va bien détailler toutes les étapes, hein, j'ai vraiment utilisé la structure, surtout rythmique, l'architecture rythmique, tant des batteries, mais pas que, aussi des synthés, la façon dont ils sont positionnés, du coup, d'un point de vue rythmique, pour pouvoir avoir un tuteur principal pour amorcer cette track. Écoute déjà la track d'origine, hop, histoire d'avoir un petit aperçu. Certains la connaissaient peut-être déjà? Kerry Chandler, House is House. Baissez un peu le son. Alors écoutez les deux charlets ouverts à la fin de 4 mesures à chaque fois. Arthur, ça lui dit vaguement quelque chose. D'ailleurs, merci Arthur pour cette architecture que tu m'as proposée pour la composition. C'est grâce à toi. Donc on écoute un petit peu. Charlet ouvert, charlet ouvert. Et du coup, les accords qui sont toujours en contretemps. Charlet ouvert, charlet ouvert. Donc voilà pour la petite présentation de la track tuteur qui m'a servi à build, à construire cette track numéro 1. Tu peux aussi te préparer un live côté arrangement si tu as un temps imparti. Alors justement, pour bien détailler toutes les étapes, Christophe, d'abord, ce que je vais faire, c'est que je vais travailler côté session. Je vais développer des scènes. Chaque scène représente un moment singulier de ma production. Et une fois que j'ai mes scènes, à partir de ces scènes, je construis mon arrangement. Et donc du coup, tout ce qui est arrivé côté arrangement ici provient initialement de scènes que je construis. Mais on va y aller étape par étape. Effectivement, on pourrait se mettre uniquement côté arrangement, mais là, c'est pas tout à fait comme ça que j'ai procédé. Donc déjà, le premier défi, c'était la batterie, avec ces fameux charlets ouverts sur les derniers temps de la 4e mesure. Et donc là, pour le coup, j'ai pris une petite batterie MIDI que j'ai constituée. Et d'ailleurs, si certains veulent des détails, je suis parti non pas sur un drum rack de Ableton, mais sur une librairie contact pour la batterie qui s'appelle Abbey Road Drums 70s, donc qui est une émulation de batterie des années 70. On écoute. Alors, ah oui, effectivement, j'ai oublié que pour vous faire écouter, encore une fois, petite contrainte technique, ne vous souciez pas de ce que je suis en train de faire, mais tout ce qui arrive dans Twitch doit sortir dans la piste 3-4 de ma carte son. Donc je suis obligé de faire un retour qui sort vers 3-4, de grouper tous les éléments de mon projet, et donc ce groupe, l'envoyer vers C, et c'est ça que vous allez entendre. D'ailleurs, 1, 2, 3, 4, 5, 6, je mets un petit moins 6 dB, histoire de ne pas vous brûler les oreilles. La vue session, c'est mieux pour commencer, effectivement. Ça me permet surtout de dégager les principales sections de ma production, sans avoir à penser à une timeline, en fait. Juste, j'appelle souvent la partie session le labo d'expérimentation. C'est vraiment là qu'on peut commencer à construire nos clips et à réfléchir à une certaine cohérence entre plusieurs clips. Et une fois qu'on a un ensemble cohérent, on le met sur une ligne, donc sur une scène. Et donc, une scène égale vraiment une partie de ma track en particulier. Je rappelle qu'une scène, les scènes sont représentées ici sous la forme de rectangle côté main. Quand je clique play sur une scène, je vais lire l'intégralité de tous les clips qui sont positionnés sur toute la longueur ici de la scène. Donc déjà, on va s'écouter une batterie pour vous montrer l'inspiration. Attention,
charlet ouvert, charlet ouvert. Donc là, vous voyez qu'il y a quand même un petit... On n'est pas vraiment sur du copier-coller, hein. Là, le but, c'était pas vraiment de faire une reproduction de track, mais dans l'architecture globale de mon clip, il y a toujours ces deux petits charlets ouverts, comme sur la track de Kerry Chandler. Et donc, du coup, déjà, ça me permet de bosser sous contrainte, entre guillemets, de pas me dire juste, il faut que je fasse une batterie, mais je vais faire une batterie avec un kick sur tous les temps. Et sur les derniers temps sur la quatrième mesure, les derniers temps de la quatrième mesure, bah, du coup, je voudrais mes deux charlets ouverts. Et donc, si on compte, on a ça dans l'architecture globale. Deuxième mesure, troisième mesure, quatrième mesure, charlet ouvert, charlet ouvert. Est-ce que déjà c'est clair pour tout le monde? Et je rappelle à celles et ceux qui nous rejoignent que je compte sur vous pour m'interrompre. Vous voulez que je précise quelque chose, que je rentre dans les détails d'autres choses, hein, je suis à votre disposition. Donc surtout, vous n'hésitez pas à vous manifester dans le chat et à m'indiquer si vous voulez que je creuse un petit peu un élément plus qu'un autre. Ok, donc déjà, on a une batterie. Là, rien de bien mystérieux. Sur le coup, pour le coup, on n'est pas sur un drum rack, on est sur Contact, du coup, et sur une librairie particulière. Mais concrètement, j'ai constitué une batterie en MIDI. Vous voyez que là, il n'y a rien de bien compliqué. Maintenant, j'ai essayé, dans un premier temps, de dégager, pareil, cette même structuration rythmique pour les accords, mais tout en me laissant la liberté, la carte blanche, de choisir des accords complètement différents. On écoute ce que j'ai fait au Wurli. Alors là, j'ai une piste avec un Wurli dessus. On est dans la suite Arturia, pour le coup, et donc sur l'émulation du Wurlitzer, donc le fameux piano de légende. Donc, là, on a bien les accords qui sont ouverts en même temps que mes charlets. Remarquez, mine de rien, la corrélation structurelle. Je remets en lecture un coup. D'ailleurs, on va développer toutes les mesures, une petite évolution de l'harmonie. Et voilà pour le tour des 16 mesures. Donc vous voyez, une première sur structuration harmonique sur les 8 premières mesures, une autre structuration harmonique pour les 8 mesures qui suivent, et du coup une claire inspiration sur l'architecture rythmique du coup de la batterie et des claviers. On peut utiliser le multi-édition MIDI pour superposer nos éléments. Et effectivement, là du coup je peux cliquer sur un clip MIDI, je laisse mon doigt appuyer sur CTRL, j'appuie sur un autre clip MIDI, et là du coup je me retrouve avec les deux clips MIDI en édition. Et du coup ce qui doit vous frapper, c'est vraiment cette corrélation entre mes charlets ouverts et mes accords ici. D'ailleurs, accords diminués. C'est quelque chose... Bonne soirée Arthur. C'est quelque chose qu'on retrouve du coup dans la track de Kerry Chandler. Je vous refais écouter Kerry Chandler pour que, hop, vous puissiez voir. Est-ce que du coup, l'inspiration rythmique est claire pour tout le monde? Est-ce que vous avez des questions? Pareil, n'hésitez pas. Je suis tout oui. Là, je me suis laissé la carte blanche côté harmonie. Mais côté batterie, je me suis fixé comme contrainte d'avoir une ossature généralement similaire. Exactement. Cowidan. Et bonsoir à Xenical qui nous rejoint. Donc du coup, j'ai pas une copie exacte de tous les éléments, mais j'ai une inspiration architecturale, une inspiration structurelle. Et à partir de ce moment-là, bah, c'était plutôt facile de construire ces deux premiers clips, ici, qui étaient vraiment ma base pour pouvoir avoir un minimum d'éléments et construire une track par-dessus. Et à partir de ce moment-là, développer le reste de la production était plutôt facile, étant donné que j'avais déjà une restriction harmonique. C'est-à-dire que en dessinant mes accords et en dessinant ma batterie ici, je sais
plus ou moins logiquement à quoi va ressembler la basse. Là, du coup, je peux venir incorporer la basse, par exemple, ici. Donc, en fait, pour redétailler un petit peu la procédure, je prends une track de référence, je prends des éléments dont je veux m'inspirer d'un point de vue architecture rythmique, j'essaye du coup de recréer cette architecture, tout en me laissant la carte blanche et la liberté d'implémenter ou de soustraire des éléments. Je peux enlever, rajouter des éléments. Typiquement, sur mon intro, là, j'ai fait une batterie, je crois, qui est juste kick-at, où je ne vais pas retrouver ces charlets ouverts. J'ai la liberté de pouvoir manipuler les éléments comme je le souhaite. Et une fois que j'ai ces éléments qui ont été induits par mon analyse rythmique, du coup, je pars pas de zéro. Et du coup, déjà, le paradigme du complexe de la page blanche est amoindri. C'est-à-dire que je pars pas de zéro avec une étendue des possibilités. J'ai déjà une base de matière. Et à partir de cette base de matière, du coup, on peut vraiment faire layer par layer, rajouter des couches. Donc ici, j'ai rajouté les bases d'une part. D'ailleurs, ici, basse d'un côté. Je crois que nous avons des pigments de ce côté-là aussi. Et nous avons un autre pigment aussi de ce côté qui vient faire des doublons d'accords. Hop, on écoute le résultat. D'ailleurs, je crois que le tout vient se complexifier encore plus au niveau des scènes finales. J'ai rajouté aussi 2 synthés supplémentaires. Et là, pareil, c'était vraiment du test d'expérimentation de preset au piano sur cette base que j'ai déjà construite. Et dès qu'on a quelque chose qui matche bien, du coup, on le conserve tout simplement. Donc, vous voyez, je me retrouve avec une track qui est complètement différente de ma track tuteur, de House is House de Kerry Chandler. On peut voir le clin d'œil. D'un côté, batterie et donc le synthé principal, mais on a beaucoup brodé autour, en fait. Et c'est en brodant autour qu'on arrive à, par notre patte aussi, rajouter une singularité à travers cet élément qui, du coup, a été clairement inspiré d'une autre production. Voilà pour la première partie, donc qui est vraiment inspiration rythmique. Concrètement, libre à vous de choisir l'élément dont vous allez vous inspirer. Ça peut très bien être une contrainte harmonique aussi. S'il y a une track dont on aime énormément l'univers harmonique, je sais que j'aime beaucoup tous les sons qu'on peut retrouver, les bandes originales des Miyazaki. Donc je crois que c'est Joe Hisaishi, par exemple, qui a des univers, je trouve, harmoniques incroyablement riches. On pourrait très bien se dire, on se contraint de jouer sur ces gammes-là et avoir la parfaite liberté de ce que on va rajouter d'un point de vue batterie, d'un point de vue rythmique. Là, je vous ai montré une inspiration plus rythmique, donc sur la batterie et sur la façon dont sont apportés les accords, mais on pourrait partir de n'importe quel élément. Donc ça, pour moi, c'est un premier point qui, je trouve, quand même est assez intéressant, surtout quand on est en manque d'inspiration. Du coup, partir d'une track de référence, essayer de s'inspirer d'un élément, déjà nous forcer à bien écouter ces tracks-là pour relever, analyser un petit peu ce qui fait leur singularité, ce qu'on veut réussir à extraire, c'est souvent un débloqueur. Ça va nous permettre de nous débloquer et d'avancer, du coup, de manière vachement plus sereine. Deuxième cas de figure, sur lequel on va s'attarder un peu plus longuement, c'est je pars d'une track de référence et je veux carrément la sampler. Je veux l'utiliser comme matière, mais je veux la détourner si bien qu'elle ne ressemble en rien à la track d'origine. Et là, du coup, on va prendre le projet numéro 3, qui était justement l'intro de ce live. Ou alors, non, on va plutôt prendre Dunkin. Parce que c'est vrai que les voix avec Erika Badou, ça marche plutôt bien. Laissez-moi juste, j'y vois tout petit retrouver Kerry Chandler, Dunkin avec arrangement. Voilà. Impeccable. Et Hello à Terre Sauvage qui nous rejoint et qui était avec nous d'ailleurs sur Toulouse.
qui était avec nous pour ce petit atelier avec, enfin petit atelier. En vrai, il y avait 2 tables assez grandes avec beaucoup de matos dessus. C'était assez impressionnant. Et coucou à Godokan aussi, qui vient de nous rejoindre. Alors du coup, on va prendre donc un autre artiste, un artiste qui s'appelle Gareth Donkin. Si vous ne connaissez pas, c'est super. C'est un peu pop funk. Et on va voir si du coup on a la track qui est disponible sur YouTube pour que je puisse vous faire écouter la production d'origine. Alors, Donkin, Failing for You, je pense qu'on va avoir de la chance et on l'a effectivement sur YouTube. Donc, là pareil, track de référence dans ma petite liste qui n'était ni plus ni moins qu'un bloc-notes, hein, un petit notepad dans lequel j'avais listé des liens de vidéos YouTube ou de sons Spotify. Il y avait cette production-là. Et donc là, pour le coup, j'ai utilisé une méthode plutôt différente que celle que je viens de vous présenter. La méthode que je viens de vous présenter étant vraiment l'inspiration d'architecture. Là, on va vraiment prendre de la matière sonore, la tordre dans tous les sens pour avoir du coup de la matière à sampling. Cowidan nous indique que les infos live bêta sont dans le Discord Formation Ableton. Tu viens de les mettre. Merci beaucoup, Cowidan, pour ta participation sur le Discord. Ça fait super plaisir. Vraiment super de vous avoir tous croisés, nous dit Terre Sauvage, et plaisir partagé. C'était trop cool de vous voir IRL, in real life, comme disent les Américains, et on se remet ça très bientôt, j'espère. Je pense qu'il risque d'y avoir d'ailleurs quelques événements à venir sur Toulouse, hein, vu que je suis pas loin. On vous tiendra au courant. Donc, on écoute un morceau de cette track de référence donc, que je vais rajouter à ma liste pour vous montrer un petit peu comment j'ai procédé pour pouvoir créer une production à partir de cette track de référence. Donc là, Gareth Donkin, très frais. Aussi, Pébor, on fera ça un jour. Donc, vous voyez un petit peu l'esprit. Je te rassure, Pébor, ouais, je pense qu'on va pas faire ça qu'à Toulouse, hein. On va se déployer. Justement, on est en train d'éprouver un petit peu mon studio mobile et tout marche du feu de Dieu. Donc, il y a moyen qu'on se fasse ça d'ici peu de temps. On vous tiendra au courant. En tout cas, on a vraiment la volonté de faire plein d'événements. Donc, ça devrait arriver. Donc, le refrain. On va s'arrêter là pour des questions de copyright, hein, bien évidemment. Donc, track initial que j'aime beaucoup, que j'avais mis dans ma liste, et la question était qu'est-ce que j'en fais, comment je vais utiliser cette production pour pouvoir faire du coup ma propre track. Alors, Cowidan nous rajoute, je vais grouper avec un déplacement pro sur Toulouse, hâte de vous voir IRL. Ah, ça fait plaisir. Et on se verra au Sainte-Fest. Possible que vous voyez certains d'entre nous. Je suis pas sûr d'y être, mais ça m'étonnerait pas, connaissant certains formateurs de chez SOEP, qui est quand même une bonne population SOEPienne qui soit là-bas. Donc, j'ai ma track originale. Et cette track originale, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai découpée ici, dans une piste MIDI. Donc, je me retrouve sur cette piste avec un drum rack qui contient des découpes de la track originale. Hop, et d'ailleurs, que j'ai pitché vers le bas. Petite démonstration de mes découpes. Donc là, c'est vrai qu'avec la caméra, ça serait mieux, vous pourriez voir. Du coup, j'ai vraiment mes découpes drum rack. Et donc... Ah, et pas de son, bien vu, merci beaucoup. Toujours cette même problématique donc de groupe qu'il faut que j'envoie vers 3-4, de sorte à ce que vous puissiez entendre tout ça. Merci beaucoup pour le retour, c'est mignon. Groupe et piste, ici, un petit retour. Ext 3-4, et on va être bon. J'envoie ça vers C. J'enlève 1, 2, 3, 4, 5, 6 dB. Et donc, je reviens ici sur cette piste MIDI. On voit qu'on a un drum rack.
Et si je vous montre au piano, d'ailleurs, c'est vrai qu'on ne voit pas les premières notes ici. Là, vous avez toutes mes découpes en fait. Donc, voilà pour le concept global. Alors, justement, moi, ce que je voulais vous proposer par la suite, je vais vous expliquer un petit peu comment j'ai procédé pour cette track. Et après, bah, comme exercice, je trouve qu'il n'y a rien de mieux que de composer en direct avec vous. On se prend... Là, vous n'avez pas eu le son? Si, vous avez eu le son, là, je crois. Je fais un petit test. Oui, si, vous avez eu le son. Du coup, on va se faire, pareil, une full compo. En tout cas, un morceau de compo. On va attaquer une composition en partant d'une track typiquement qui aurait rien à voir. Je pensais à du Nora John pour faire de l'électro, par exemple. Et donc, en suivant cette méthodologie, et d'ailleurs, je rentrerai un peu plus dans le détail de la découpe. Super, merci pour vos confirmations du son dans le chat. Donc, une fois que j'ai fait cette découpe, déjà, cette découpe, je l'ai articulée sur 2 temps. À chaque fois que j'ai une tranche, j'ai 2 temps. Si on compte, ça fait 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. On a 2 temps au BPM, du coup, de la track. Donc là, ce que j'ai fait, très simple, j'ai pris une batterie, audio, un loop, pour le coup, je ne me suis pas embêté, ici. D'ailleurs, on va se mettre à un endroit qui tape un peu plus. Et là, je me suis amusé directement avec mon clavier à tester des découpes sur cette drum. Hop. Et effectivement, là, on est en train de dire côté arrangement. Donc, on va se mettre ici. Hop. Et là, je peux tester donc des découpes au piano. Je n'étais pas parti sur ces découpes, en vrai, elles passent plutôt bien. Là, vous voyez, j'ai juste une batterie qui tourne. J'avais déjà fait la démonstration pour Betty Everett. Là, je ne fais que m'amuser avec mes découpes MIDI sur une batterie audio et on regarde un petit peu ce qui se passe. Là, je vois qu'en répétant juste cette découpe, bah, ça marche plutôt bien. Hop, on se met ça en lecture et on essaye ça. Alors, déjà, je pense que vous commencez à le sentir, ça marche plutôt bien. Hein. On se met juste... Après un découpage, tu peux lancer de l'aléatoire MIDI pour t'inspirer. Tu peux aussi, tout à fait, utiliser l'effet MIDI random, juste mettre une note, un arpégiateur, un random, et vraiment faire partir un petit peu des découpes dans tous les sens. Moi, j'avoue que j'aime bien le piano. Je tapote au piano. En vrai, je regarde ce qui me semble être intéressant. J'essaie de détecter les tranches qui me semblent vraiment plus pertinentes à utiliser que d'autres. Hein. Des fois, selon la découpe, il peut y avoir des tranches qui peuvent être pas forcément intéressantes pour pouvoir réutiliser derrière. Et là, concrètement, j'ai dégagé des découpes ici que je me suis enregistrées, que je trouvais sympa sur le coup. Hop, ici. Voilà. Et donc là, pareil, je ne pars plus d'une page blanche. J'ai une séquence de découpe, de tranches. J'ai déjà fait un petit peu de sampling sur une batterie. Et partant de cette base, il me semble que c'est beaucoup plus facile d'amorcer une véritable composition. Je pars pas de rien, je pars de cette base et je construis par couche par-dessus. Déjà, une basse qui va avec mon sample. Un synthé, pareil, ici, qui vient se rajouter. Petite technique que j'aime beaucoup faire, je duplique ma piste sampling et je mets tous mes samples une octave au-dessus, histoire d'avoir un petit peu plus de définition dans les hautes fréquences. Petite démonstration en solo. Alors c'est très faible, je vous le remonte un peu. Alors tout seul, je l'utiliserai pas. Mais du coup, si on prend cette piste
et qu'on l'écoute avec la découpe originale, ben, là, ça fait sens, écoutez bien. Un peu plus de brillance, un peu plus de définition dans les aigus. La basse, du coup, bonne question. Je crois que je suis sur un sérum. Ouais, c'est certain. Je suis sur un sérum, sur un preset de base de sérum que tu retrouves dans la famille basse et qui s'appelle Sub DSK PRC. Ici, qui est vraiment d'ailleurs très violente comme basse, soit dit en passant. Si on l'écoute en solo, hein, elle fait pas semblant de tabasser. Et avec un petit côté square-ish, grésillant sur les releases des notes que je trouve assez intéressant. Et donc du coup, ben, d'un sample initial, du coup, qui était vraiment de la pop plutôt rythmée, là, on arrive à quelque chose de beaucoup plus électro, beaucoup plus punchy. Hein, si on réécoute un petit peu avec tous ces éléments. Et donc, là, ce qui est plutôt magique, c'est que j'ai une track qui est complètement différente de la track d'origine aussi. J'ai pas fait de la copie, j'ai juste fait du sampling. C'est-à-dire que j'ai pris la track, je l'ai découpée, je l'ai pitchée vers le bas, j'ai rejoué les tranches dans une séquence que j'ai trouvée intéressante, et à partir de cette séquence, j'ai construit autour, tout simplement. C'est moins funky. Ah oui, c'est moins funky et plus tape. Enfin, ça cogne un peu plus. Est-ce que vous pouvez me confirmer que je ne sature toujours pas au micro? Des fois, je vois le coquin partir un peu dans le rouge et je vous avoue que ça m'inquiète. Non, toujours pas dans le rouge. N'hésitez pas, vous m'interrompez si vous sentez que ça crispe un peu. Non, super. Merci pour la petite confirmation et coucou à Barange qui nous a rejoint un palois. Dis donc, beaucoup de palois ce soir. La voix, c'est OK. Super, merci beaucoup. Impeccable. Donc voilà pour la petite présentation de la deuxième méthode qui, je trouve, permet de produire quand même de la matière assez rapidement. Assez rapidement, que ce soit de l'inspiration structurelle ou carrément de la découpe pour faire du sampling. Est-ce que c'est clair pour vous? Est-ce que vous avez des questions déjà concernant ces deux premiers points? Je vous écoute. Lecture à l'envers? Nous dit Kowidan. Ça peut m'arriver de faire du reverse sur du sample. Pour quelques éléments. Ouais, non, carrément, ça peut être super intéressant. Mais là, pour le coup, ça serait avant ma découpe MIDI. C'est-à-dire avant de faire mon drum rack, j'aurais tendance à faire certains clips, enfin même un clip que je vais mettre en reverse avec toute ma matière, faire des découpes de ce reverse pour après avoir quelques tranches en reverse. Moi, ce que je vous propose, enfin ce que je te propose, Comidan, c'est qu'on se fasse même un test sur la prochaine phase là, de ce live qui était pour moi faire de la découpe mais en direct. Parce que la dernière fois que je vous avais fait une découpe MIDI pour Betty Everett, quand on avait fait le défi créatif, j'étais allé relativement vite quand j'avais fait du recalage warp et tout. Et là, du coup, je me dis que ça peut être super intéressant qu'on fasse une démo en prenant le temps et en vous montrant vraiment ma façon de procéder pour avoir des tranches qui soient calées, qui contiennent toujours deux temps et qui soient bien, bien rangées, organisées dans un drum rack. Donc pareil, on se fait ça juste dans la foulée. Non, c'est limpide, nous dit Terre Sauvage. Super. Et pour les autres, j'ai envie de dire, qui ne dit mot contre ça? Est-ce que tu mets des filtres comme un Neck 8 sur les samples pour que ta basse donne bien? Très bonne question, Barange. Oui. Dès que je vais faire du sampling, mon sample, je viens... Alors, d'ailleurs... Ah ouais, là, j'ai dû modifier le projet parce que initialement, mon sample, lui, va être mécaniquement chargé en basse. C'est un master, hein, donc... Et attention au conflit dans les basses fréquences. Ma basse, ici, ma sub, elle est super définie dans les basses fréquences aussi. Si je mets un spectrum ici, hop, on voit hop, que ma fondamentale, là on est même en dessous des 100 Hz. Là on a vraiment une basse qui est très riche ici en basse fréquence. On va avoir mécaniquement un conflit. C'est-à-dire que les basses fréquences de mon sample vont rentrer en conflit avec ma basse. Si mon sample, je ne le filtre pas, je ne vais pas avoir quelque chose qui va sembler propre à l'oreille. Donc très bien vu, Barange, ici le sample, je vais mécaniquement mettre un low cut. Pour que les basses de ma basse prennent le relais
sur la base du sample, en fait. T'as les deux. Alors du coup, mais j'ai dû faire quelques modifications sur ce projet parce que je mets un sidechain sur le sample aussi. J'aime bien apporter un petit effet de pompe. Et des fois, il y a des samples du coup qui sur le début du temps ont un kick. Et du coup, ça me permet aussi d'étouffer un petit peu les sonorités qu'ils pourraient avoir directement sur le temps. Et coucou à Diedi qui nous rejoint également. Donc du coup, le sidechain, oui, très bonne idée sur le sample. Et il est sur la basse hein, ici par exemple. Là pareil, vu que la basse elle est particulièrement fat et du coup elle prend beaucoup de place, j'essaie d'amorcer un petit effet de pompe et aussi pour réduire les conflits fréquentiels entre mon kick et ma basse, bien évidemment. Très bien vu. Donc, moi ce que je vous propose, du coup, c'est de faire une petite démonstration en partant d'un son qui n'a rien à voir et en partant de zéro. Donc moi du coup, ce que j'avais imaginé, alors je sauvegarde pas, ouais, super important, c'était partir de Nora John. La track s'appelle Come Away With Me. Je crois on est sur quelque chose de très doux. Non, The Long Day Is Over. On est sur quelque chose de très doux, très smooth. J'ai téléchargé la track en MP3. Je la fais glisser sur une piste audio. Et donc, ah oui d'ailleurs, attention. J'ai le fichier SD. On fait comme si je la faisais glisser en audio pour la première fois. Et donc là, j'ai un échantillon qui n'est pas warpé. Ok. Donc si je vous mets la track en lecture un petit peu, une track très calme de Nora John. Je vais avancer un petit peu. Ah, et vous entendez pas mécaniquement parce que j'ai pas fait mon retour en 3-4. Hop. Ext out. 3-4, on envoie vers C. 3, 4, 5, 6. Et donc du coup, ici, si on écoute la track de Nora John. Tu pourrais mettre la vignette en haut à gauche? Ouais, je vais essayer de faire ça. Alors il va y avoir un problème, c'est qu'on a une image qui était censée me faire le cadre de la vidéo. Oula, alors attention, non. Z. Du coup, si je prends ma caméra ici et que je la décale là, vous allez toujours avoir le cadre gris. Donc, je vais peut-être d'ailleurs le masquer ici. Et là, on devrait être pas mal. Super. On se décale ça temporairement. Avec plaisir. Donc, j'ai ma track ici de Nora John. Ok. C'est la première fois que je fais glisser ce MP3 et donc du coup, je vais vouloir découper de manière structurée ce son pour pouvoir l'utiliser et faire du sampling avec. Comment je procède? Déjà, je peux utiliser un site que je vous recommande fortement qui s'appelle TuneBat et qui permet, c'est une grosse bibliothèque pour toutes les tracks qui vont vous indiquer BPM et clés et éventuellement gamme ou mode utilisé. Donc du coup, ici, je tape TuneBat. Je vais sur le site TuneBat et je tape tout simplement le nom de la track. Donc là, ici, c'est The Long Day Is Over. The Long Day Is Over. Ici. Et on voit qu'on est sur un BPM de 85 et sur un C dièse majeur. Très pratique comme site. Puis une super référence qui dure dans le temps. Ça fait des années qu'on a cette référence avec Arthur et pas que, et du coup, une super référence. Donc déjà, ça me permet de déterminer un tempo de base. Je rappelle, attention, que quand un clip n'est pas warpé, pour l'instant, il n'est pas lié à mon tempo général. Si je mets ma track en lecture et que je change le tempo, du coup, ça va rien changer à la lecture de mon clip. Démonstration, avec le son un peu baissé d'ailleurs. Là, vous voyez que j'ai un métronome à 230, 260 ou un métronome à 38. La track, du coup, elle ne va pas évoluer selon le tempo général et c'est normal, il faut d'abord warper mon clip dans un premier temps. Donc ici, déjà, en tempo général, je vais mettre 85. On a vu que notre tempo était à 85, ce qui pour l'instant ne sert à rien parce que la track n'est pas encore warpée, mais vous allez voir, ça va me faire gagner du temps pour la suite. Je clique maintenant sur Warp. On va warper l'échantillon. À partir du moment où l'échantillon est warpé, je rappelle, maintenant on va être accroché au tempo. C'est-à-dire que si je mets le son en lecture
et que je modifie le tempo ici, je peux ralentir aussi, mais à partir de ce moment-là, la track est warpée, elle est raccrochée au tempo général. Je reviens sur le tempo de 85. Alors, quand on vient warper un clip ici, vous voyez que par défaut, Ableton me pose un warp au début de la track. Et ce warp, je vais vouloir le supprimer pour pouvoir poser mon warp moi-même sur le premier temps de ce que je vais vouloir découper. Sauf que, si je double-clique sur ce point warp, Ableton ne veut pas l'enlever. Pourquoi? Parce que des moments où je suis en mode warp, il faut au moins un warp pour pouvoir travailler sur son clip, pardon. Je ne peux pas supprimer ce warp. Pour pouvoir supprimer ce warp, il faut que j'en pose un autre ailleurs. Et donc, c'est ce qu'on va faire. On va essayer de décomposer un petit peu la track. Et je vais pas forcément vouloir l'intro. Je vais avoir envie de découper dès le moment où on a du plein. Donc, je crois que c'est par là. Enfin, avoir le spectre, ça a l'air d'être par là. Alors, un peu avant. Attention. 4, 3, 2. Premier temps. Là, pour moi, mon premier temps, il est ici. Premier temps. Donc ici, ayant identifié ce que je considère être le premier temps de ma découpe, je viens poser un warp dessus. Attention, je ne déplace pas le warp, je pose juste le warp. Et une fois que j'ai posé mon warp, je peux supprimer ici ce premier warp. Donc là, j'ai qu'un seul warp qui est posé, et ce warp, il est posé sur le premier temps de ce que je vais vouloir découper. Déjà, est-ce que c'est clair pour tout le monde? Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez surtout pas. Je compte sur vous dans le chat, si vous voulez que je revienne sur certains points, n'hésitez surtout pas. Sachez aussi qu'il existe plein de façons de découper différentes. Là, je vous en montre une qui est plutôt pratique pour pouvoir découper assez facilement et de manière structurée. Donc, maintenant que j'ai ce premier warp, ce qui est très intéressant quand j'ai qu'un seul warp dans un clip, c'est que si je déplace ce warp, je déplace l'intégralité du spectre sans le déformer. Là, pour l'instant, j'ai un warp que j'ai positionné sur le premier temps de ce que je veux découper, et ici, je peux le déplacer où je veux. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement le déplacer en 1. Pareil, il y a d'autres possibilités pour pouvoir définir un 1.1.1 ailleurs. Là, je vous montre une technique un peu clé en main et que je trouve assez facile à mettre en place. Donc, j'ai qu'un seul warp. Quand j'ai qu'un seul warp, si je déplace l'intégralité du spectre sans le déformer. Et ici, ce warp, je viens le poser en 1, ici donc, au début de ma mesure. C'est la même chose. Oui, tout à fait. Christophe, j'aurais pu faire clic droit, là où j'étais tout à l'heure, et dire placer 1.1.1 ici. Tout à fait. Donc c'est pour ça, il y a plein de façons de procéder différentes. C'est tout à fait juste, c'est exactement la même chose. Donc, que l'on ait fait une méthode ou l'autre, on se retrouve avec le premier temps de ce qu'on veut découper qui est bien sur un 1. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit peu de recalage. Je veux maintenant que mon tempo, ici, que mon métronome, il soit parfaitement calé sur ma track. On écoute théoriquement... Est-ce que vous avez le métronome? Vu que vous n'avez pas le métronome, parce que le métronome il sort en 1-2, je vais fabriquer un métronome artificiel. Je prends un petit drum rack de percussion. N'importe quelle percussion. Juste, on se met une petite percussion sèche sur ça. Voilà, très bien. Une cowbell. Là, je mets une cowbell sur tous les temps. D'ailleurs, comment fabriquer un métronome en DIY? Là, du coup, j'ai un petit métronome qui marque bien le début de chaque temps. On écoute ça avec notre production pour voir si on est calé. Parce que TuneBat nous a dit 85. J'ai mis 85 ici. Là, on voit que le premier warp, il a bien un BPM de 85. Donc, théoriquement, on devrait être calé. Va-t-on être calé? That is the question. On écoute.
Est-ce qu'on est calé ou pas? Eh oui, on n'est pas calé. D'ailleurs, en plus de pas être calé, il y a une petite subtilité rythmique. Est-ce que certains l'ont détecté? Donc, on n'est pas calé. Normal et pas normal, en fait. Cowidan, là, ce que ça me dit, du fait que ce soit pas calé, c'est que très probablement, l'artiste n'a pas joué au clic. C'est-à-dire que ce son a très probablement, pardon, été enregistré sans que les artistes aient un clic du coup. Et donc, quand tu as des artistes qui jouent sans avoir un métronome dans l'oreille, ben forcément, tu as le tempo qui fluctue un peu. Si on faisait exactement la même chose pour une track électro, par exemple, récente, dès le moment où j'ai spécifié le BPM général, enfin en suivant cette même procédure, j'aurais eu tout calé de manière automatique sans avoir rien à faire. Là, ce que je suis en train de vous faire comme démonstration, c'est que tu peux tomber sur des tracks dont les artistes ont voulu qu'elles soient enregistrées sans clic. Donc mécaniquement, tu n'as pas un tempo de 85. Effectivement, tu as un tempo de 85 en moyenne. Mais tu peux avoir des fois des 86, des 84. Ça va fluctuer un peu et donc tu vas avoir un décalage par rapport à ton tempo. Et effectivement, Terre Sauvage, la petite subtilité, si on compte un petit peu ce qui se passe, ça fait 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Donc, la track originale, elle est en ternaire aussi. Nous, on est en 4-4, on est en binaire, et donc du coup, elle est en ternaire. Mais ça, pour le coup, c'est un faux piège, entre guillemets, c'est que ça ne va pas m'empêcher de la découper et de utiliser ces découpes sur quelque chose qui sera en 4-4. Là, une fois que j'ai découpé toute ma track, après, je peux l'utiliser dans un autre paradigme rythmique et il n'y aura aucun souci de ce côté-là. Donc, du coup, mais c'est très bien vu, c'était justement ce que je posais comme question. Petite subtilité rythmique côté track original, on est en ternaire, effectivement. Ça fait 1, 2, 3, 1, 2, 3, alors que nous, on est en 4-4 ici, ça ferait 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Et changement de vêtements, on est le lendemain. Figurez-vous que je vais faire un petit terratum parce que pendant le live, je me suis planté sur cette histoire de signature rythmique, hein. Comme le faisait remarquer Terre Sauvage, quand on écoute la track ici et qu'on compte, on sent que la track est en ternaire, hein. Ici, on va écouter une fois. 2, 3. 3. Et donc, pour le recalage, va se poser la question de comment je vais calibrer Ableton pour pouvoir recaler au mieux. D'ailleurs, hier, je me suis embourbé dans un petit souci technique, mais qui, je trouve, est super intéressant, donc je vais vous le montrer. On pourrait se dire, vu que la track est en ternaire, qu'il me suffit ici de changer la signature rythmique d'Ableton, de passer en 3-4, et ici, de passer sur une grille ternaire. Donc pour passer sur une grille ternaire, il me suffit de faire clic droit, puis grille ternaire. Sauf que, ben, quand on regarde un petit peu là où se posent les transients, 3 et 2, 3 et 1, on sent qu'on n'est pas parfaitement calé. Si je me mets un métronome, en fait, ici, il y a toujours une décorrélation entre l'articulation des mesures, hein. Si on compte une mesure dans la track 1, 2, 3 et 1, la mesure aurait dû terminer ici. On a 3 temps sur cet espace. Or, on voit que la fin de la mesure, côté Ableton, termine beaucoup plus loin. Et donc, le piège dans lequel je me suis engouffré est le suivant. C'est que j'ai beau avoir changé ma signature rythmique ici, lorsque j'ai fait glisser mon clip audio dans Ableton, ben, Ableton, il était en 4-4. Et donc, par défaut, quand on pose des clips dans Ableton, ben, les clips vont se coller à la signature rythmique générale d'Ableton. Et donc ici, quand on regarde les détails de ce clip, ici, côté signature, on voit que le clip, lui, est en 4-4. C'est en changeant cette valeur ici que, regardez bien ici l'articulation des mesures, que je vais pouvoir changer l'articulation des mesures côté Ableton. Et donc, c'est en passant en 3-4 sur mon clip, en étant en grille ternaire, que je vais pouvoir faire un recalage de ma track vraiment beaucoup plus facilement que la manière dont j'ai pu procéder hier soir pendant le live. Donc petit erratum, hein, je me suis fait avoir, j'ai pas fait attention que le clip était resté en 4-4 et donc du coup bah, c'était beaucoup plus compliqué pour faire le calage. Ici, la signature du clip étant passée à 3-4, si je fais un calage point par point, bah, ça sera tâche aisée étant donné qu'on aura une belle corrélation entre bah, l'articulation rythmique de mon sample et l'articulation rythmique de ma grille Ableton. Démonstration.
3 et 1. Là, ici, on voit que ce point, il faut le caler sur 2. On réécoute à partir de 2. 3. Là, le 4 est censé arriver sur 4. Etc., etc. Alors attention, vous entendez que le son crispe un petit peu, il se contracte. C'est normal, on est quand même en train de faire des manipulations temporelles grâce au warp sur mon sample. Donc ici, je veillerai à prendre l'algorithme complexe pour éviter du coup ces torsions de son qui sont liées à l'étirement du coup ou à la contraction de mon spectre sonore avec mes points warp. Une fois que j'ai calé du coup un bon morceau de mon sample, enfin la partie que je veux extraire et que je veux découper, donc on va continuer d'ailleurs à recaler un petit peu plus, on va au moins se garder une vingtaine de mesures. Je vais faire ça rapidement à la volée, c'est parti. On part de la mesure 6. 7. Oula. Alors ici, je me suis un petit peu planté. On réécoute à partir d'ici. Ça, c'est bon. Là, on est bon. Lui est censé arriver là. Là, on peut dire qu'on a suffisamment de matière. Donc, vous avez vu, j'y suis allé point par point et ayant une corrélation entre l'articulation rythmique de mon sample et ma grille Ableton, mais pour le coup, le recalage est tâche aisée. Hein. Je recale des éléments significatifs de ma track, de la track de Norah Jones. Donc, tout ce qui va être kick, snare, je sais qu'ils sont calés pile poil sur le temps. Et donc, du coup, partant de cette identification, je peux recaler mes points vraiment facilement sur ma grille. Une fois que j'ai recalé mes points sur ma grille, je vais déjà isoler ce que je veux découper. Donc je sélectionne ici la portion qui m'intéresse, je fais clic droit, puis je fais recadrer échantillon du clip sur la sélection de temps. À partir de là, vraiment j'ai élagué un petit peu ce que j'avais sur les côtés, je ne garde que la portion qui est recalée. Et là, attention, étape super importante, pour pouvoir amorcer ma découpe, je vais vouloir, dans un premier temps, écraser ce recalage que j'ai fait grâce au point warp dans mon clip. Ce qu'il faut considérer, c'est que mon sample, en fait, j'ai le sample original, j'ai le calage que je fais avec mon warp, qui est une sorte de surcouche, et si en l'état, j'amorce une découpe, il va me découper le sample original. Donc, mon calage aura servi à rien. Donc, pour ce faire, très simple, je fais clic droit sur ma piste, ici, et je fais bounce de la piste sur place. Il va exporter en gros les clips et les remettre à leur place. Regardez bien ce qui va se passer sur le clip. Les points warp vont disparaître. C'est normal, il a exporté le son, puis réimporté. Et maintenant, on a vraiment un spectre qui a été calé grâce au point warp que l'on a posé précédemment. Donc là... on voit bien qu'on est calé. À partir de là, je vais pouvoir amorcer ma découpe MIDI. Donc je fais clic droit ici, je fais découper en nouvelle piste MIDI, et à partir de là, je peux déterminer l'épaisseur de mes tranches. Est-ce que je veux des tranches épaisses, des tranches fines? Là, je peux directement déterminer, est-ce que je veux découper à la noire, à la blanche, à la croche? On va découper à la blanche, donc 1 sur 2, hop, je clique sur OK, et à partir de là, je vais avoir un drum rack où chacune des découpes représente une tranche. Et donc, la correction du coup par rapport à cette petite signature rythmique étant terminée, je vous laisse continuer sur la suite de la vidéo qui est donc liée à l'évolution de ce drum rack. Et ce que je vais avoir tendance à faire maintenant, c'est déjà par défaut quand on fait une découpe MIDI, Ableton nous crée un drum rack avec un volume à -9 pour toutes mes tranches. J'ai tendance à remonter ce volume, on pourrait se mettre à -3 par exemple. Attention, quand on modifie un élément sur une tranche, ça ne le modifie pas sur toutes les tranches. Donc là, ma tranche 3, elle est restée sur -9. Là, j'ai modifié que ici le volume de ma tranche 4. Donc du coup, pour que cette modification s'applique à toutes les tranches, je fais clic droit, copier valeur dans les chaînes sœurs,
Donc là, on voit qu'il y a 47 tranches qui vont être affectées par cette modification. Et aussi, très intéressant, Ableton, quand il nous fait une découpe MIDI, nous propose une macro pitch qui permet de pitcher donc toutes les tranches en demi-ton. Je pourrais très bien mettre +4 ou alors -2. On va se mettre +3 au hasard. Ok, maintenant j'ai donc une piste sample. Maintenant, on va pouvoir se mettre une batterie. Alors, soit on a de la motivation et on se fait une batterie from scratch en partant d'une page blanche avec un drum rack, soit on veut rapidement dégager une structuration de découpe, et auquel cas on peut partir d'une batterie audio. Là, je pourrais très bien aller dans batterie, aller prendre par style. Donc on pourrait se reprendre de la house par exemple. Et ici, la shuffle house ou celle-ci par exemple. Hop, ici. Alors attention, on voit qu'on est à 85 BPM. Si on voulait faire de l'électro, je pourrais carrément monter mon tempo général. Là, on pourrait se mettre plutôt aux alentours des 120. Et à partir de là, je peux commencer à m'amuser avec mon sample et essayer de dégager des découpes que je trouve intéressantes. À nous de nous amuser. Alors, petit truc que je conseille aussi quand on commence à faire cette étape, c'est qu'on a envie d'un petit effet de pompe sur les samples. Moi, je sais que j'aime bien essayer de trouver l'inspiration avec mes découpes de samples, mais en ayant un petit sidechain pour vraiment avoir cette espèce d'effet de creux quand le kick tape. Étant donné que je suis sur une batterie audio ici, comment je procéderai? Je me mettrai sur ma piste sample, j'irai dans effet audio, je viendrai mettre un compresseur dessus. Le compresseur, on veut le mettre en sidechain, donc je clique ici sur la petite flèche. External, je viens sélectionner la batterie. Mais le problème, c'est que là, j'ai toute ma batterie et moi, je veux que mon kick. Et c'est là, du coup, que c'est intéressant d'activer le sidechain filter. C'est-à-dire que je peux lui dire, attention, on veut compresser en sidechain sur ma batterie, mais ma batterie, on va la filtrer. Là, je vais mettre un coupe haut et on va lui dire, on n'écoute que les fréquences en dessous de 100 Hz. Et donc, en dessous de 100 Hz, il va rester quoi dans ma batterie? Il va rester que mon kick. Démonstration. Là, vous voyez qu'on a bien que mon kick qui rentre. Je baisse mon threshold. Et on entend vraiment l'effet de creux sur mes samples. À vous après de trouver l'inspiration avec ces petites découpes. Mais là, justement, ce que je ne vous avais pas montré tout à l'heure, je vous avais juste montré la drum rack qui était déjà fabriquée, mais maintenant vous savez étape par étape comment en arriver à ce drum rack avec les découpes. Et merci pour le follow. J'ai vu qu'il y a un petit follow qui vient d'arriver, rien à voir. Mais donc vous avez maintenant la petite procédure pour pouvoir très simplement partir d'un sample, le rentrer dans Ableton, le recaler, le découper. Et à partir de là, du coup, une petite batterie, on teste des découpes et on a de la matière, une base pour pouvoir construire une production. Alors là, waouh, 43, j'ai pas vu l'heure passer. Là, du coup, on va pas se créer une production de toutes pièces. Vous avez au moins les bases pour pouvoir amorcer votre propre production par la suite. Et maintenant, du coup, parce que c'était quand même la question, on va clôturer avec la gestion APC 40. Donc, déjà, vous avez dû remarquer une petite case jaune qui englobe ici les premiers clips de ma partie session. Je vous passe sur ma caméra APC 40, donc ici. Là, du coup, en fait, cette box est carrément pilotable avec mon APC 40. Ici, j'ai la possibilité de faire glisser, du coup, la box. Bon, j'imagine que vous connaissez le concept. Cette box me permet d'afficher dans la partie centrale, ici, les clips qui sont contenus
dans la box qui est ici sur Ableton et je peux donc lancer directement mes clips depuis la machine. Donc, question. J'ai plusieurs masters. Et d'ailleurs, là, je vais ressortir mon petit dossier. Hop. J'ai 10 masters, par exemple. Comment je fais pour pouvoir les organiser dans un live APC40 ? Quelle serait la procédure? Et là, concrètement, sachez dans un premier temps qu'il existe plus d'une procédure. Là, il y a plus d'une façon de procéder pour pouvoir s'organiser un live en utilisant la PC40 avec plus ou moins de difficultés. En fait, je pourrais soit exporter toutes mes tracks, pas en multipiste avec toutes les pistes de toutes mes tracks, mais en dissociant les grandes familles d'éléments dans mes tracks. Je pourrais avoir une piste drum, une piste basse et une piste synthé et autres, par exemple. Et donc avoir un 3 pistes par track. Faire un export de ces 3 pistes, faire ça pour toutes les tracks que je vais vouloir intégrer dans mon APC40, de sorte à avoir toujours 3 pistes par track, et donc à partir de l'APC40, après avoir les différents clips qui représentent ma track, ce qui me permettrait de pouvoir mélanger un petit peu toutes les parties de chacune de mes productions. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on va faire quelque chose de plus simple, hein, vu qu'il nous reste un petit quart d'heure, c'est que je vais vous montrer comment faire ça, non pas en ayant plusieurs pistes par master, mais juste une piste master tout court. Donc, je fais un nouveau set. Hop. Et peut-être non, juste avant de passer à ça, dans la découpe de Nora John, je crois que je voulais m'assurer de la viabilité de cette découpe avant le live, et je crois que j'avais trouvé des petites séquences qui étaient quand même assez intéressantes. Je vous fais écouter pour voir ce que vous en pensez, mais ça m'a donné envie de continuer la track en vrai. Bon, c'est que des idées de découpe, hein, mais je pense qu'il y a matière à faire des bonnes tracks ici. Hein. Donc, sur la base de la découpe de Nora John. Comme quoi, hop. Et là, pour le coup, il n'y a pas énormément d'éléments. C'était juste essayer de trouver des séquences de découpe qui sont intéressantes. Donc, maintenant, je le mets en configuration APC40. Déjà, je vais laisser que des pistes audio. Je vais les grouper de sorte à ce que vous puissiez m'entendre dans Twitch. Next out, 3, 4. On envoie 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et du coup, ici, j'ai un dossier avec mes exports de tracks en Wave. Ici, ce que je vais pouvoir faire, déjà, c'est incorporer mes tracks. Et pour chaque track, je vais prendre une piste audio. Donc, on va commencer par la première, ici, Kerry Chandler, celle que justement je vous ai fait écouter. On la positionne. Vous voyez que sur mon APC40, ici, j'ai déjà le clip du groupe et le clip qui commence à apparaître ici. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est vraiment une découpe structurée de ma track par phase. Donc, déjà, je me suis noté que le tempo était 125 BPM, donc je me mets en 125 BPM. Et vous allez voir justement, comme pour une prod électro, le calage, il est instantané. Là, pour le coup, ça a été enregistré au clic, donc du coup, il ne va pas y avoir de souci. Si je clique sur Warp, ayant précisé le bon tempo, là, j'ai automatiquement et systématiquement ma track qui est parfaitement calée sur ma grille. Là, vous voyez, mes 16 mesures d'intro, mes 16 mesures de plein. Là, on est parfaitement calé par rapport à ma grille. Donc, du coup, là, ce que je vais faire, c'est que déjà, je me mets en loop et je vais venir isoler les différentes sections de ma production. Donc là, ce clip va représenter l'intro. Et ensuite, je vais dupliquer ce clip par le bas. Et ici, je vais isoler d'autres séquences. Donc là, ici, on déroule et en fait, je vais essayer de faire un clip à chaque fois qu'on a une séquence significative. C'est-à-dire que je vais avoir un clip peut-être ici de 32 mesures, à moins qu'il y ait quelque chose de nouveau qui soit apporté, par exemple, entre 49 et 65. On écoute. Là, ici. Oui, là, je commence à rajouter des drums. Donc, du coup, ici, on va d'abord isoler cette section. 16 mesures de ce côté-là. Je duplique, je fais un nouveau clip. 16 mesures de ce côté-là.
on duplique et en fait, on va faire autant de clips que de découpes de notre production, en fait. Ok. Alors, le côté super avantageux de cette configuration, c'est que concrètement, chaque clip se suffit de lui-même. C'est-à-dire que je pourrais rester indéfiniment sur un clip, ça tournerait, je suis bien sur une séquence de ma production. Donc là, je duplique, j'isole chacune des séquences de ma production. Hop. Ok, donc là on voit qu'on a une segmentation en 16 mesures. Hein. La plupart des séquences de ma production font 16 mesures. Oups là, mince. Donc on découpe, on avance la zone de loop, on découpe, on avance la zone de loop. Hop. Donc là, faute de temps, je ne vais pas prendre les précautions que je ferais pour une vraie découpe, c'est-à-dire vraiment écouter chacune des découpes que je fais pour être sûr que la découpe soit pertinente et que je sois bien en train d'isoler une section particulière de ma production. Ok. Et là, vous remarquerez aussi que, et ça c'était justement vu que j'avais l'idée de tout mettre dans un APC40 en suivant, mes fins de track sont souvent dépouillées. Là, si j'écoute ma dernière section, très peu de notes et juste une batterie. Pourquoi? Parce que je sais que l'intérêt d'avoir ce type de configuration, ça va être de mélanger des éléments de plusieurs productions. Donc typiquement, mes intros sont souvent décharnées de batterie et mes fins sont souvent des batteries décharnées d'éléments mélodiques ou avec très peu d'éléments mélodiques. Une fois que j'ai fait la découpe de cette track, du coup, rebelote, on va faire exactement la même chose pour la deuxième. Et c'est à partir de la deuxième que vous allez commencer à comprendre l'intérêt. Donc là, ici, je prends ma deuxième track, je la pose sur ma piste audio. Et attention, là, je vais faire une configuration dite en escalier. C'est que je ne vais pas faire ma découpe en partant de tout en haut, mais je vais faire ma découpe en mettant mon premier clip au niveau du dernier clip de ma première découpe. On veut quelque chose qui descende en escalier. Pourquoi? Vous allez voir ça dans quelques instants. Donc là, super, je me suis mis le tempo. J'ai vu que j'étais à 130. 130 ici. J'active mon warp. Hop. Et là, pareil, on va venir isoler les éléments donc, de ma production. Sachant que la production, vu qu'elle était, pareil, enregistrée au clic, rien que le fait d'avoir indiqué le tempo général avant de warper, j'ai cliqué sur warp, ma track est calée d'office. Donc, on active le loop, attention. On isole les différentes sections de cette production. Donc ici, on va aller relativement vite. Hein, pour... Ici, là je crois qu'il y a les hats qui arrivent à partir de là. Non, 49. Oui, donc là on voit que cette phase, elle peut être un peu plus longue. Hop. Attention, 65, on est vraiment sur une phase différente. Hop. Donc là, vous voyez, ce qui est rigolo en plus, quand je passe mes clips les uns après les autres, c'est qu'on voit qu'on ne fait qu'isoler des parties de mon master, hein, tout simplement. Hop. C'est du Traktor, mais en pré-mâché, quoi. Hop. Là, du coup, on aurait une phase ici. On a mes différentes sections qui sont isolées. Et donc, pourquoi j'isole mes différentes sections et pourquoi je fais cette configuration en escalier? Donc, justement, c'est sur les dernières minutes de ce live que le mystère va s'éclaircir. Pourquoi en escalier? Parce que, du coup, si je passe ici avec la caméra APC40, ça me permet, avec ce qu'on appelle la red box, qui est yellow d'ailleurs, pour le coup, mais qui est la box ici, qui me permet de visualiser ce que je peux observer dans ma partie centrale ici, d'avoir quelque chose d'assez logique. C'est-à-dire que ma track, par exemple, numéro 1, je peux juste lire mes scènes les unes après les autres, et grâce à la quantification globale, ce sera toujours logique. C'est-à-dire que je ne peux pas me planter. Quand j'ai fini de lire une séquence, je peux en lire une seconde. Et donc, venir lire, par exemple, des morceaux de ces séquences, passer d'une séquence à l'autre. Et du coup, je n'ai qu'à descendre ici pour pouvoir, comme vous pouvez le voir dans ma caméra, voir apparaître les clips de ma deuxième piste ici. Donc du coup, quand je suis sur une transition, c'est plutôt tâche aisée que de lancer mes clips, mon dernier clip de ma track 1 et le premier clip de ma track 2
en même temps. Et donc là, du coup, oula, petit crachat. Donc ici, vous voyez, j'ai bien le clip de fin de Kerry, hop, qui est en lecture avec le premier clip de cette deuxième piste. Mais je pourrais très bien aussi prendre un élément de la batterie ici de Rubix et venir rajouter, par exemple, le premier clip de Kerry. Là, je peux commencer à m'amuser, à mélanger les divers éléments de mes productions les uns avec les autres. Et donc, ça, c'est ma config que j'appelle la config escalier. Et donc, si je vous montre un petit peu à quoi ressemblerait une config avec beaucoup de découpes, hop, ça donnerait ça. Donc, all set, là, du coup, vous avez l'intégralité de toutes les découpes qui se suivent en escalier. OK? Ensuite, ce que je vais faire pour la PC40, c'est vraiment aller dans mes potards users. Ici, vous avez un petit bouton users qui permet de se faire ses propres assignations MIDI sur les potards. Alors, je vais baisser un petit peu la caméra. Ah, et c'est pas cette caméra, qu'un imbécile. C'est celle-ci. Hop, voilà, sur ces potards-là. Et donc, du coup, je vais avoir tendance à me mettre toujours à peu près les mêmes racks d'effets sur mon groupe qui contient l'intégralité des productions. Ici, je vais automatiser un low cut, tout simplement. Donc, ici, un low cut, un high cut. J'ai tendance aussi, on va se faire des assignations MIDI ensemble, en fait. Ici, en user 1, un low cut. Hop. En user 2, ici, donc je clique sur MIDI, je vais assigner la fréquence de mon high cut. OK, donc toujours high cut, low cut ici, ce côté-là. Un petit bit repeat que je trouve très pratique pour faire des petits breaks en fin de séquence, dont j'aime bien avoir le repeat et la grid. Et la grid, pareil, que je vais contraindre entre la noire et la double croche. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ah oui, all set, très bien vu. Retour, piste C, merci beaucoup. C'est vrai que, hop, c'est entrée-sortie, c'est facile de s'y perdre. Donc voilà, merci beaucoup, Stu. Hop. Donc je me mets en lecture sur une selle. Ici, j'ai donc mon low cut, mon high cut, un repeat ici, et vous allez voir l'intérêt du repeat. Le bit repeat me permet de capter un moment de la track et de la répéter à une fréquence qui est déterminée par le grid. Je vais le faire très rapidement. Attention, quand je tourne ce potard, j'active la répétition. Démonstration. On va se mettre là. D'ailleurs, attention, mon filtre, je le mets toujours après mon bit repeat. Ce qui devient super intéressant quand on fait ce genre de configuration, c'est qu'on peut filtrer ce qui sort de mon bit repeat. Démonstration, ici. Et vous avez la possibilité du coup de modifier la fréquence de répétition avec le grid. On refait une petite démonstration. Ici, on attrape avec le repeat. Et je peux donc modifier la fréquence de répétition. Donc pour faire des breaks en sortie, ça peut être super intéressant. Ce que j'ai tendance à automatiser aussi, et ça sera mes deux dernières automatisations, assignations, pardon, pas automatisation, assignation MIDI. Je vais assigner reverb et délai, de sorte à pouvoir, par exemple, lorsque je suis en train de filtrer un morceau de ma track, activer une reverb sur une transition. Attention, et je terminerai là-dessus, parce que, dis donc, il est déjà 21h59. Faites très attention quand vous utilisez la PC40, le push, qu'importe, la PC64,
dans Link Tempo MIDI, de vous mettre en mode de reprise rejoindre. Ne vous mettez surtout pas en mode aucun. Pourquoi? Surtout quand vous êtes avec des machines avec des faders, comme celui-ci. Si vous commencez à bouger un fader sans faire exprès sur votre live, si vous êtes en mode aucun, bah du coup, la valeur de votre fader sur votre machine va devenir instantanément la valeur de votre fader sur votre set. Démonstration, ici, je me mets en mode aucun, en mode de reprise. Je bouge mes faders, regardez bien. Hop, instantanément, les faders sont venus se positionner à la valeur que j'ai posée. Ce qui est super dangereux. Vous êtes en plein live, sans faire exprès, il y a quelqu'un qui vous tend un verre d'eau, vous mettez un pet de pression sur le fader, et tout d'un coup, vous avez vraiment la valeur qui va tomber. Ce qu'on veut plutôt, hein, c'est avoir un mode reprise. Je vous refais une démonstration. Je mets les faders à 0 ici. Je me mets en réglage et en mode de reprise rejoindre. Et comme ça, du coup, j'ai la sécurité que si je bouge ces faders, vous voyez, je pilote pas encore les faders tant que j'ai pas rejoint la valeur qui est sur Ableton. Il faut que je rejoigne cette valeur. Et une fois que j'ai rejoint la valeur, là, je la pilote. Donc ça me donne une sécurité qui, je trouve, est indispensable dans le live pour ne pas accidentellement se retrouver avec la valeur d'un fader qui tombe et qui se prend un moins 30 dB par exemple. Voilà pour la petite présentation rapide du coup de la petite configuration APC40. Je me remets la caméra au bon endroit. Hop. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que ça vous a servi surtout? Limiter les plages du contrôle, ça peut sauver la vie. Et oui, c'est Maignan, du coup. Je ne sais pas si vous avez vu, mais le grid du bit repeat, par défaut, il te permet de répéter de manière très lente et au maximum très accélérée. Typiquement, pour le grid, je le resserre entre 1 sur 4 et 1 sur 16 pour être sûr de ne jamais aller au-delà de ces valeurs quand je tourne le potard. Donc oui, ça pareil, repenser les plages d'affectation MIDI, c'est, je pense, indispensable pour un live. Il ne faut pas que ça puisse aller n'importe où. On se définit les valeurs butoirs, hein, de sorte à ne pas pouvoir les faire péter. Avec plaisir, Davio T. Et du coup, t'inquiète, tu auras le replay sur Twitch. Hein, quand j'arrête le stream, généralement, il arrive quelques minutes après sur Twitch. Et après, au bout d'une semaine, c'est supprimé. Mais vous avez la chaîne YouTube Swap Replay sur laquelle vous avez l'intégralité de tous les replays. On peut enregistrer cette séance live comme une automation. Qu'est-ce que tu entends par là, Stu, cette séance live? Je suis pas sûr de comprendre. Tu parles de quand j'ai mis le bit repeat? Quand j'ai activé la répétition? C'est super intéressant, on dit Maignan, c'est Maignan, merci beaucoup. Il faudra que je revoie quelques fois pour garder le truc qui me serviront par la suite. Super, Kilzal, et d'ici là, n'hésite pas à nous solliciter aussi sur Discord, on se fera toujours un plaisir que de te répondre. Merci pour ces démos, cela donne des idées. Merci Xenical, à vous pour vos questions, votre présence, c'est ça qui me donne la motivation. Et donc, juste Stu, je vois pas ce que tu veux dire pour... on peut enregistrer cette séance live comme une automation ou c'est éphémère? Tu parles de quand j'ai fait bouger ici directement. T'iras sur Discord? Non, mais n'hésite pas, hein. Je peux prendre 2-3 minutes pour répondre aux dernières questions. Ça fait toujours plaisir. Tu parles de quand j'ai fait bouger ici mes petits potards users sur là, les assignations MIDI. C'est du contenu de mon set, c'est-à-dire que si j'enregistre mon set live, là, après, les assignations sont enregistrées. C'est pas éphémère pour le coup. Mais je suis pas sûr que tu parles de ça. Tu devais peut-être... Avec grand plaisir, Pébor. Donc, ah oui, tu parlais de ça, du coup, c'est tout. Ouais, en fait, affectation MIDI, une fois que je les ai faites, que j'ai déterminé mes plages, en fait, si je sauvegarde mon set, elles seront vraiment accrochées à mon set. Dès que je vais brancher mon APC40, je n'aurai pas besoin de refaire mes affectations MIDI. Après, attention, par exemple, l'activation du repeat, là tu vois la modification de ma grille et l'activation du repeat ici, ça c'est quelque chose que je vais vraiment faire à la volée, que je vais faire sur mes fins de séquence pour amorcer un break, une transition, etc. Ça ne va pas être quelque chose que je vais vouloir même enregistrer en amont, mais que je vais plutôt vouloir piloter et utiliser selon le public, selon la motivation et l'investissement que j'aurais envie d'avoir sur mon live. Et
Exactement, on est en mode, c'est ce qu'on appellerait un DJ set live. C'est entre le live et le DJing. Et sachant que pareil, là je vous ai montré un peu le user case facile, où à chaque fois pour une track j'ai une piste, mais on peut vraiment aller encore plus loin si pour chaque track j'ai plusieurs pistes. Là je pourrais faire exploser cette track, par exemple Kerry Chandler, et avoir une piste drum, basse, synthé, voix et autres. Et du coup, j'aurais vraiment à chaque fois des bandes de 3 clips à lire pour faire avancer mes étapes, ce qui me permettrait une plus grande modularité. Je pourrais prendre la batterie d'une track, la mettre avec la basse d'une deuxième track et les mettre avec le synthé d'une troisième. Là, je pourrais vraiment croiser, intercroiser chacun des éléments encore plus que ce que ne pourrait faire une Tractor, par exemple. APC 40, cadeau sympa. Et oui, par contre, je crois qu'elle est ils ne la vendent plus. Et du coup, maintenant, d'ailleurs, les cotes ont monté. Sache qu'avec un push, tu peux faire exactement la même chose. Même avec un push 1 ou un push 2, tu as un mode qui te permet d'avoir cette redbox, hein, de piloter vraiment ta partie session sur Ableton. Sauf que le push va même plus loin que la PC40 parce qu'il te permettra de composer aussi, de changer le mode de ton push et de composer comme si tu avais un clavier. Donc du coup, si c'est pas une APC40, c'est un push et les push ça marche très fort aussi. Et on peut utiliser, et ça, ce serait une autre configuration, Christophe, très bonne question. C'est que là, je vous ai montré une configuration en escalier, mais je pourrais très bien aussi concentrer l'intégralité de mes tracks que sur 2 pistes, afficher le crossfader d'Ableton, ici, mettre une piste dans A, une piste dans B, et utiliser ici le crossfader de mon APC40 pour pouvoir avoir des transitions qui soient super smooth. C'est vraiment passer de mes tracks A à mes tracks B, mais auquel cas, du coup, mon set live, il n'aurait que 2 pistes dedans. Il y aurait vraiment ma piste A, ma piste B. Je pourrais à chaque fois... Et donc, tu vois, typiquement, ma piste Dunkins, ici, elle serait plutôt ici, de ce côté-là. Tu aurais vraiment tout en intercroisement, tu vois. Un à gauche, un à droite, un à gauche, encore un à droite, etc. À chaque fois sur une piste A et B, on affiche le crossfade, et comme ça, du coup, on peut facilement passer de A à B. Donc, très bonne question. Ce serait une autre structuration de live à la PC40 qui marche très fort aussi, que j'ai beaucoup utilisé. Ce que j'appelle les lives AB. Super, 22h07, je vais vous laisser les amis. C'était un plaisir comme toujours. Alors, super important, euh, pas la semaine prochaine, parce que la semaine prochaine, on est en retour sur production, mais la semaine d'après, on a un défi créatif de dingue. Et donc, qui dit défi créatif de dingue, dit aussi modalités de participation qui sont légèrement modifiées. Je vous avais dit que pour les défis créatifs, du coup, on se laissait toujours une semaine, mais là, concrètement, le défi créatif qui arrive... Alors non, si, c'est la semaine prochaine, excusez-moi, programme. Défi créatif, c'est la semaine prochaine, pardon. Semaine prochaine, donc je compte sur vous pour participer la semaine prochaine. Le défi créatif est très drôle, on l'a appelé Homemade Sound. Il va falloir faire une composition, mais vous n'avez le droit d'utiliser que des sons que vous avez enregistrés dans votre appartement. Donc un son de casserole, un son de radiateur, un son de crayon qui tombe au sol, un son de bouteille, qu'importe. Mais vous n'avez le droit que d'utiliser des sons de chez vous. Donc je pense que les résultats vont être très très rigolos, très sympas. Interdiction d'utiliser du sample qui viendrait d'autres sources que d'enregistrements juste de chez vous. Et donc je vous invite à participer, plus on est de fous, plus on rit. Et à chaque défi créatif, franchement, on se marre beaucoup. On découvre plein d'univers différents et c'est l'occasion de se challenger un peu et je trouve de tous se tirer vers le haut aussi, hein. Le fait de faire des exercices qu'on n'aurait pas fait en temps normal, ben, ça nous force un petit peu à faire des pratiques qu'on n'aurait pas utilisées en temps normal également. Et donc du coup, ça, je trouve, ça nous permet de monter en level. La voix, ben, du coup, si elle est enregistrée chez toi, ça considère comme quelque chose enregistré chez toi. Donc j'aurais tendance à dire OK, mais et encore, non, parce que moi, dans ce cas-là, je m'enregistre la voix, j'enregistre guitare basse et je fais juste une prod acoustique. Non. Allez, j'aurais tendance à dire la voix, OK, mais que s'il y a une singularité d'enregistrement qui justifie, du coup, le fait que ça rentre dans cet énoncé qui est homemade sound. OK? Moi, je veux surtout je veux entendre des sons de casserole, des sons de baignoire, des sons de qu'importe. Là, il va falloir vous balader chez vous avec le micro, gratouiller sur des trucs, enregistrer et du coup nous composer une belle production à base d'enregistrement de chez vous.
Alors la basse, moi ce que je vous conseille, c'est utiliser. Là, il va falloir d'ailleurs, même pour basse, lead, clavier, vous allez utiliser le simpler à fond. C'est-à-dire qu'un son de briquet qui tombe sur une table, c'est pas vraiment tonal. Mais par contre, si je prends ce son que je le mets dans un simpler, après je peux jouer au piano avec. Donc du coup, pareil, utilisez à fond de drum rack, à fond de simpler pour vous permettre d'avoir et des batteries et des synthés à partir d'enregistrements. Ça marche? Bon, maintenant que le défi créatif a été présenté, je vous souhaite une excellente soirée. Je vous retrouve sur Discord d'ici là et que la composition et la force soient avec vous. Et on se retrouve donc la semaine prochaine pour le défi créatif Homemade Sound. Merci à vous et excellente soirée à tout le monde. Ciao, ciao!